Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo, je suis Théo, je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture, de gaming, encore une fois je ne sais pas trop comment le qualifier, en tout cas un nouveau live, et si on jouait La forteresse du chaudron noir, écrit par Bob Lennon et David Kuhn, pour être précis, les aventures du pyro-barbare et de Billy dans la forteresse du Chaudron Noir, puisque, je le rappelle, il s'agit d'une série, on a le tome 1 entre les mains, le tome 2 n'est pas encore sorti d'ailleurs, hein, d'une série dont vous êtes Billy. Donc entre guillemets, on est le héros de l'histoire. C'est pour ça que je qualifie ces lives entre les lives de gaming et les lives de lecture, ou peut-être même les lives jeux de rôle que j'ai déjà pu faire dans le passé, dans le sens où voilà, il y a une bonne dose rôlistique, il y a une bonne dose de lecture, il y a une bonne dose de plein de choses, de plein de petits agrégats de domaines qui me plaisent. Donc franchement, c'est une lecture qui est faite pour moi quelque part. Et, euh, et pour le moment, bah, on s'y est pas trompé, puisque personnellement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais à la suite du premier live, j'étais très heureux, j'étais très content de ce que ça avait donné, et je me suis bien plu dans ce prologue et dans cette création de personnage. Donc on attaque l'acte 1 aujourd'hui. On attaque l'acte 1, et donc j'avais bien raison sur la découpe de l'histoire. Euh, En fait, je m'en suis rendu compte entre les deux lives tout simplement grâce au sommaire du bouquin, puisque le sommaire nous montre que le prologue, c'est la page 1, l'acte 1 commence à la page 100, l'acte 2 commence à la page 200, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la dernière fois, c'est sûr et certain, on a terminé la création de personnages et le prologue, et aujourd'hui, c'est sûr et certain, on entame l'acte 1. J'espère faire l'acte 1 dans son intégralité. Je sais pas combien de temps va durer ce live. L'autre fois, ça a duré à peu près 2 heures, donc j'espère que ça sera à peu près la même durée. Mais d'un côté, je pense qu'on a moins de choses à faire, dans le sens où il n'y a pas la création de personnages à faire, il n'y a pas la prise en main à faire. Logiquement, ça commence à être plus facile pour moi. Voilà, je commence à comprendre les mécanismes, etc. D'un autre côté, on était un peu pris par la main dans ce prologue parce que voilà, ça sentait vraiment le tutoriel de jeu vidéo presque, à t'expliquer toutes les mécaniques, tous les mécanismes de jeu différents. Donc c'était vachement bien fait, je trouve vachement intéressant. Et là, je pense que on va avoir un peu plus de liberté peut-être, un peu plus de liberté dans nos choix, un peu plus de paragraphes différents possibles. Je rappelle, hein, grosso modo, que le principe est simple. Je lis un paragraphe, je réagis à ce que dit le paragraphe selon la phrase de fin en général qui va me dire si vous voulez réagir de telle manière, rendez-vous à tel paragraphe. Si vous voulez réagir de telle manière, allez à tel paragraphe, et ainsi de suite. Ce qui va nous guider vers une histoire totalement différente. Si vous faites le jeu, vous n'aurez pas la même histoire que moi, surtout que vous n'avez pas le même personnage également. Je rappelle que voilà, j'ai une fiche personnage juste ici, que j'ai mise au propre également pendant l'entre-deux live, pour que vous puissiez lire un peu plus facilement. Voilà, j'ai agrandi les informations principales, on va dire. Euh, donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir que on va avoir une aventure unique dédiée à notre Billy. Et j'ai hâte de la poursuivre, cette aventure. Vraiment, ça m'a fait plaisir de me rendre compte que... donc le live, c'était jeudi, je crois. Et depuis jeudi, je me dis, ah, j'ai quand même vachement envie de faire la suite. Et je m'étais mis en tête que j'allais faire la suite aujourd'hui. Et hier, j'étais en mode, putain, est-ce que je le ferais pas aujourd'hui quand même? Bah ouais, j'avais vraiment hâte de m'y replonger, donc ça fait plaisir, c'est plutôt bon signe sur la qualité de l'ouvrage. Qu'est-ce que j'allais dire encore une fois avant qu'on ne démarre réellement le live? Oui, la fois passée, je suis désolé, je m'en suis rendu compte à la rediffusion. Il y a eu des bruits parasites assez fréquents, notamment au début du live et après une fois de temps en temps, bref. C'est indépendant de ma volonté, tout simplement. Je me suis rappelé après coup qu'il y avait une tempête, qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Et en fait, c'est le vent qu'on entend en fond. Donc voilà, logiquement, ça ne devrait pas être le cas aujourd'hui. Il fait un temps ensoleillé. C'est pour ça aussi que je fais le live super tôt, parce que je le fais avant que le soleil n'ait duré 10 heures et qu'il fasse une chaleur accablante. Donc là, j'espère que mon PC va tenir la route
qui va pas trop souffler et que vous n'allez pas l'entendre dans le micro. Mais comme d'habitude, s'il y a un problème de son, de vidéo, etc., n'hésitez pas à me mettre au courant et je ferai tout ce que je peux pour régler les soucis en temps et en heure. Merci à Clem d'avoir follow la chaîne pendant que j'étais en off. Et dernière petite précision, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, déjà, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me donner vos retours sur cette émission, etc. C'est hyper important. Et surtout, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo, puisque, comme sur mes autres concepts, j'ai essayé de faire des timecodes qui aient du sens, j'ai essayé de faire des timecodes qui puissent vous être vraiment utiles, et du coup, tout simplement, j'ai décidé de faire des timecodes qui retracent toute l'aventure. C'était un peu long et chiant à faire, mais j'ai vraiment fait un timecode par paragraphe. Donc si vous avez le bouquin chez vous, par exemple, vous pouvez vraiment vous dire: ah ok, lui il est arrivé au paragraphe 100, alors attends, c'était quoi déjà le paragraphe 100? Ah ouais, ok, moi j'ai fait ce choix-là au paragraphe 100 et lui il est parti par là-bas, bah mince, qu'est-ce que ça donne? Et ainsi de suite, bref. Donc normalement c'est bien foutu, normalement ça vous amène à chaque fois à toutes les étapes de mes pérégrinations. Voilà, voilou. On est donc parti pour l'acte 1, on est donc parti pour le paragraphe 100. D'ailleurs, du coup, pour faire les timecodes à l'ardif, je vais essayer de faire l'effort de dire à chaque fois paragraphe un tel, paragraphe truc, machin. Bref. Et puis on est bon, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus, si ce n'est que la fois passée, nous nous étions arrêtés à un moment où le pyro-barbare, j'allais dire Bob Lennon, comme quoi, comme quoi ils sont intimement liés dans mon esprit. Donc oui, nous en étions au moment où le pyro-barbare, notre compagnon, et Billy, le héros que nous incarnons, s'étaient cachés tous les deux et grosso modo se disaient: bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et le résultat de leur réflexion a été: on enquête. Donc maintenant on va enquêter à Lenonia. C'est d'ailleurs le titre de l'acte 1, Lenonia. On va enquêter à Lenonia, la capitale, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, sur ce fameux écusson qu'on peut voir sur la fiche personnage qu'on a ramassé. Ce fameux écusson d'orque déchiré, un écusson avec une tache noire et des yeux rouges, il me semble que c'était ça, ou bien l'inverse, quelque chose comme ça en tout cas. L'écusson que portaient les orques qui nous ont attaqués à la taverne. Ah, je vois que, a priori, mon overlay c'est un peu décalé. Attendez, c'est pas ultra grave. Je peux peut-être régler ça en 2 temps 3 mouvements. Hop. Et hop. Voilà. Quoique. Parce que j'aime pas que ça sorte sur le teco là. Pourquoi ça sort sur le teco? Bon, ça s'est décalé, je ne sais pourquoi, les amis. Je ne sais pourquoi. J'essaie de régler les choses très rapidement parce que c'est pas le plus important. C'est vraiment du détail. J'ai l'impression qu'il y a une bande de mon fond qui passe, ça fait moche. Hop, et voilà, on devrait être bon. Bref, trêve de bavardouillage. Trêve de bavardouillage. Et je marquerai tout ce passage de la mention intro dans les timecodes de ma rediffusion. On se lance, je vous souhaite à tous de passer un agréable moment en ma compagnie, à la bonne santé, et on est parti. La suite des aventures du pyro-barbare et de Billy dans la forteresse du Chaudron Noir, écrit par Bob Lennon et David Kuhn. Acte 1. Lenonia. Et je vous propose la belle illustration. Bon, pas en qualité folle parce que c'est difficile pour moi de faire le point, etc. Mais si vous voulez avoir la belle illustration, bah achetez le bouquin. Illustratrice, je rappelle, c'est Sideralis, qui est la sœur de Bob Lennon, si je ne dis pas de bêtises. Et on est parti pour cet acte 1 Lenonia avec paragraphe 100. À travers vos paupières, vous sentez la lumière du soleil briller fort dans le ciel. Lorsque vous ouvrez péniblement les yeux, vous poussez un cri de frayeur en voyant le visage du pyro-barbare se tenir à quelques centimètres du vôtre. En se redressant de toute sa hauteur, il éclate d'un rire sonore.
Debout là-dedans! Je comprends que t'aies voulu faire la grasse mat. La dernière fois que j'avais aussi bien pioncé, c'était dans une poubelle. On est où? Vous êtes qui? Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Ramasse tes affaires, gamin, et avale un truc. Aujourd'hui, on part en chasse. À mesure que la brume du sommeil se dissipe de votre cerveau, les souvenirs de la veille vous reviennent en bloc. Les orques, la taverne, la rencontre avec le PB, Fanta, votre village. Grignotant paresseusement un morceau de pain, vous redoutez les difficultés que promet ce nouveau jour. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour mener à bien les recherches qui s'annoncent. Avant que le soleil ne se couche, vous devrez rassembler au moins 3 infos sur les orques à votre recherche et le symbole qu'ils portaient. Qui sont-ils? Qui est leur commanditaire? Et pourquoi en veulent-ils à votre ami? Toutes ces réponses se trouvent sûrement dans les rues de Lenonia. Explorer la capitale et questionner ses habitants vous semble être la meilleure option, mais vous n'aurez le temps de visiter que 3 endroits parmi les possibilités multiples qui s'offrent à vous. Fiez-vous à votre intuition. Très bien. Donc voilà, comme je le disais, je pense qu'à partir de maintenant, on va avoir davantage de liberté, vu qu'on est un peu sorti du tutoriel. Donc là, on va avoir un petit descriptif de plein d'endroits de l'Enonia, et on va pouvoir en choisir seulement 3 parmi une dizaine, il me semble. Donc voilà, je vous lis les possibilités, et je choisirai au fur et à mesure ensuite. Autrefois, votre mère avait souvent l'habitude de consulter une voyante pour trouver les réponses à ses questions. Et c'est précisément à cela que vous pensez, en apercevant les chopes d'une vieille cartomancienne. Si vous êtes du genre à écouter votre maman, c'est en 158 qu'elle vous dit d'aller. Si vous avez la conviction que toutes les réponses peuvent se trouver dans les livres, dirigez-vous vers la bibliothèque en 187. Les gardes et les orques que vous avez aperçus hier n'avaient pas vraiment l'air de soldats réglo, et vous faisaient davantage penser à des mercenaires vendus au plus offrant. Peut-être que la guilde des mercenaires pourrait vous renseigner sur leurs origines. Leur commanderie se trouve en 122. À propos des gardes, il ne serait peut-être pas vain d'aller leur parler à la caserne. S'ils sont mêlés à cette traque, l'un d'eux pourrait sûrement s'avérer assez idiot pour vous livrer des informations. Et si c'est le cas, leur mettre une dérouillée ne serait pas de trop. S'ils vous recherchent, ils vont vous trouver en 98. Quel meilleur endroit qu'une bonne vieille taverne pour récolter informations et ragots. Celle du barbare hydraté n'est certes plus une option, mais une ville comme Lenonia en compte plusieurs. Pas la peine de choisir, le barbare le fait à votre place. Suivez-le dans un boui-boui plus modeste, en 48. D'un murmure convenu, votre ami vous informe qu'une maison close peut receler bien des confidences, et le temple de la déesse Ithia est réputé pour ses délices exotiques et ses secrets mal gardés. Adossé à l'église du quartier de Mélène en 79, vous pourriez peut-être y mener l'enquête en profondeur. Justement, dans l'église du quartier de Mélène se trouve un apothicaire connu pour ses décoctions et ses connaissances en tout genre. Peut-être a-t-il récemment soigné les orques amochés. Son officine est ouverte à tous en 171. La foire en folie, nommée marché aux marchands, regorge de toutes sortes de choses. Qui sait, peut-être pourriez-vous y troquer quelque chose contre une information, ou l'obtenir par un moyen plus discutable. Quoi qu'il en soit, promenez-vous au milieu des étals en 165. Vous entendez non loin les éclaboussures des lavandières qui s'attellent à leurs tâches. Leur talent unique pour faire parler les slips sales pourrait s'avérer précieux. Tout le monde a besoin d'une tunique propre de temps en temps, et vos poursuivants ne font pas exception. Approchez-vous poliment en 254. Alors que le barbare part devant vous, vous entendez un bruit suspect s'échapper de l'écurie. Examiner le relais à chevaux dans lequel vous avez passé la nuit pourrait se révéler judicieux. Sait-on jamais? Un indice traîné peut-être sous votre nez? Passez la porte de l'écurie en 53. Lorsque vous aurez effectué vos 3 choix et visité les 3 lieux correspondants, rendez-vous en 210. Très bien. Donc, là, on va devoir faire des choix, et c'est pas facile parce que faire un choix, ça veut dire renoncer, c'est-à-dire renoncer à beaucoup d'autres lieux. Et il y a des tonnes de lieux qui m'ont l'air fort intéressants. Je pense qu'on va prendre son choix un par un, et on va commencer par ce qui me donne le plus envie. On va commencer par ce qui me semble le plus évident. Je rappelle aussi qu'il y a un système de gloire et de richesse qui permet de récompenser les joueurs qui jouent leur personnage de la manière la plus logique. Mon personnage est un Billy débrouillard.
Là, j'ai assez du mal à cerner quelle solution pourrait être vue comme débrouillarde. Euh, je sais que dans un jeu de rôle, de toute manière, tous ceux qui ont fait des jeux de rôle, je pense, ont remarqué ce phénomène. Euh, En général, il y a forcément un passage à l'auberge et il y a forcément un passage chez les marchands. C'est le truc que tous les joueurs, notamment moi qui ai, je pense, plus masterisé que joué au final, c'est un truc que tous les joueurs de manière universelle réclament. Le passage obligé à l'auberge, le passage obligé au marché, c'est le premier réflexe de tous les joueurs pour aller chercher de l'info, etc., etc. Ou même, pas uniquement chercher de l'info, mais aussi se prémunir, se prendre un peu de stuff et ainsi de suite. Donc du coup, je suis assez enclin à aller à l'auberge et à aller au marché, dans le sens où ça me semble logique en effet que à l'auberge on récolte des infos. Ça me semble aussi logique d'aller au marché pour récupérer du stuff, parce que je vous remontre vite fait ma fiche personnage, mais pour le moment, on n'a pas grand chose, et je rappelle qu'on a que 3 PV, donc c'est pas énorme. D'ailleurs, on va peut-être utiliser la case notes d'aventure pour ces lieux. Donc je suis assez partagé, je me dirais que ça serait la logique même d'aller dans ces lieux. Après, on est déjà allé dans une auberge et on est quand même recherché dans l'Enonia pour avoir foutu le feu à une auberge justement. Donc, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de se tenir loin des lieux publics? Je me tâte, je me tâte. Après, un autre point, je dirais un autre poncif, un autre lieu clé d'un jeu de rôle, je dirais que c'est la bibliothèque. Et j'aurais tendance à dire que c'est là que j'irais naturellement, personnellement, si je cherche de la connaissance, si je cherche vraiment à faire des recherches. Donc, j'ai l'impression que, intuitivement, je commencerai par aller à la bibliothèque, peut-être qu'on trouvera ce fameux symbole sur l'écusson orc dans un bouquin de symboles ou j'en sais rien. Un bouquin de symbolique, un bouquin comment on appelle ça? Je n'ai plus le nom, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, et bienvenue sur le live Astrid. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien, merci de nous rejoindre. Il faut bien se recharger en potions et en alliés, exactement, voilà, c'est un peu la logique, je pense, qu'ont beaucoup de joueurs. Bon, on a une dizaine de lieux possibles, on a 3 choix. Je vais commencer par mon choix personnel qui m'est venu le plus naturellement. Et ensuite, si j'hésite trop, ce qu'on peut faire, c'est que je vous laisse le choix dans le chat carrément. Je n'y vois pas d'inconvénient, au contraire, ça peut être marrant. Donc on va commencer par aller se rendre, par se rendre à la bibliothèque en 187. Hop, 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 hop. Ok, m'y voici. 187. Trouver une bibliothèque dans une cité dont la plupart des habitants sont illettrés n'est pas chose aisée. Les rares passants à qui vous demandez votre chemin vous regardent en chien de faïence quand ils ne vous considèrent pas comme des illuminés. Et ce n'est qu'après une longue errance dans l'Enonia qu'une bâtisse dont le fronton flanqué d'un grimoire gravé à même la pierre attire votre attention. En poussant la lourde porte, vous sursautez brutalement quand vous tombez nez à nez avec un gorille colossal qui s'avère être le gardien des lieux. Levant distraitement les yeux à travers son pince-nez, celui-ci répond à votre cri d'une voix impeccable. Bonjour à vous aussi, monsieur. En vous voyant rester bouche bée sur le pas de la porte, l'étrange libraire replonge dans sa lecture. Lorsque vous vous décidez enfin à pénétrer les lieux, il se contente de vous ignorer en ajustant son pince-nez. Si vous êtes muni du pamphlet, vous pouvez lui demander s'il possède une section sur les différentes factions des Rainer et leurs symboles, en 108. On n'a pas le pamphlet, et je rappelle que dans l'univers de ce jeu, ça signifie qu'on ne sait pas lire. Donc voilà, on aura sûrement besoin de l'aide de ce gardien. Si vous possédez un écusson d'orc, c'est le cas, montrez-le à ce curieux gardien en 269. Si vous ne disposez ni l'un de l'autre, rendez-vous en 371. Donc nous, on va aller en 269, on ne sait pas lire, on va lui montrer l'écusson d'orc, et en l'occurrence, quand on dit que c'est un gorille, c'est pas une expression pour dire que c'est un mec vachement baraque et tout, c'est vraiment un gorille, quoi. C'est trop marrant. Hop. Du coup, on part en 269.
C'est cool que ce soit en plusieurs étapes. Je pensais que, au vu de la manière dont c'était amené, je pensais qu'on allait aller dans un lieu, c'était un paragraphe et hop, c'était fini. On retournait en page 100, on faisait le lieu suivant. Mais non, il y a des petites histoires pour chaque, quoi. C'est très cool. 269. Visiblement mal à l'aise au milieu de toute cette littérature, le pyro-barbare vous fait comprendre d'un petit signe de tête qu'il vous attendra dehors, probablement en jetant des cailloux sur les passants. Vous avancez donc seul vers le bureau du gigantesque gardien. En vous voyant approcher, celui-ci lève un énorme sourcil en votre direction. « Que puis-je faire pour vous aider, jeune homme ?» D'une certaine manière, son aspect distingué accompagne sa politesse. Vous cachez votre fascination sans grand succès et lui montrez l'écusson arraché sur votre adversaire la veille. J'ai trouvé ceci et personne semble savoir ce que c'est. Je me disais qu'ici, quelqu'un comme vous pourrait me renseigner. Quelqu'un comme moi, mon jeune ami demande le gorille d'un ton mystérieux. Bah oui, répondez-vous candidement. Quelqu'un qui sait. Affichant un large sourire, le bibliothécaire referme son livre avant de le poser doucement sur la table. Eh bien, soit. Voyons voir si je sais, comme vous l'avez si éloquemment exprimé. Vous lui tendez l'écusson qu'il saisit délicatement entre son pouce et son index. L'objet vous paraît minuscule entre ses doigts immenses, tandis qu'il le scrute attentivement par-dessus son pince-nez. Oh, intéressant. Je ne pensais pas revoir pareille curiosité avant la fin de mon mandat de bibliothécaire, sachant que je suis préposé à vie, ajoute-t-il d'un petit sourire. Ce que vous avez là, mon jeune ami, n'est autre que l'emblème d'un certain Virilus. Ça ne fait aucun doute. Je me garderai bien de vous questionner quant à sa provenance, mais sachez toutefois que vous possédez là les armoiries d'un ancien seigneur de guerre autrefois très craint. Et pour cause, la cruauté de ses exactions a laissé une marque sanglante dans l'histoire de cette région. Il est fort dommage que plus personne ne s'intéresse à l'histoire, n'est-ce pas? De mémoire, il a été vaincu par un général de cette contrée il y a plusieurs décennies de cela, et a ensuite sombré dans l'oubli. L'éminent Blathnat en soit loué, termine-t-il d'une voix plaisante en vous rendant le morceau de tissu. Une rare curiosité, sans aucun doute. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous être agréable, mon jeune ami? Merci, c'est déjà beaucoup. Bonne journée, monsieur. En vous voyant sortir, votre compagnon repose les cailloux qu'il avait ramassés pour passer le temps. Vous lui faites un rapide résumé de ce que vous a dit l'aimable libraire. Avec 2 infos en poche, vous retournez en sang. Alors, ça va être vachement intéressant parce qu'il va falloir un peu analyser ce qui nous a été dit. Et oui, il est carrément érudit. Il est vachement classe, le personnage, je trouve. Le personnage de bibliothécaire est très très cool. Et ce que j'aime bien, c'est que ça prouve justement, j'avais un peu peur que on va dire Bob Lennon et David Kuhn, je sais pas encore une fois comment prononcer son nom, désolé, ne soient que dans un créneau, que dans un ton, que dans le ton un peu épique de Bob Lennon, on va dire assez énergique, assez exalté, etc. Donc j'avais peur que ça soit uniquement dans cette catégorie-là, dans ce ton-là. Et non, ils ont réussi à faire d'autres tons, donc c'est très cool. Là, le délire de l'érudit, le délire du bibliothécaire un peu sagace, etc. C'est trop cool parce que on sort, enfin, ça ajoute encore une fois une dimension jeu de rôle très très cool, dans le sens où là, on sent que l'univers s'ouvre. On sent que l'univers s'ouvre, se permet des choses différentes, se développe et a différentes variations à nous montrer, donc c'est très cool. Par contre, là où je suis très étonné, c'est qu'il est écrit à la fin du paragraphe, avec 2 infos en poche, vous retournez en sang. Alors que moi, je ne voyais qu'une info intéressante, qui était l'info que c'était l'emblème du Virilus. Armoirie d'un ancien seigneur de guerre autrefois très craint. Voilà quoi. Vaincu par un général de cette contrée il y a plusieurs décennies. Tombé dans l'oubli. Quelque chose de rare. En fait, je sais pas comment... le fait que ce soit écrit avec 2 infos en poche, je sais pas comment ils veulent qu'on l'interprète. Je ne sais pas où ils voient qu'on découpe l'info en 2. Toujours est-il qu'on va prendre en note quand même des choses.
Je vais prendre mon portable pour intercaler mon livre sur mes genoux et qu'il ne se ferme pas. Alors, on va pouvoir écrire quand même que c'est l'emblème de Virilus. Donc, emblème Virilus. Et on va même écrire que c'est l'ancien chef de guerre. Donc, l'emblème de Virilus, l'ancien seigneur de guerre, carrément. Oh, le mec, c'est carrément un seigneur de guerre. Ok, je vois que mon PC s'emballe un peu, il commence à chauffer un peu. Si vous entendez le ventilo de mon PC, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de baisser ça. Ou plutôt de mettre un filtre sur ma voix pour pas que vous l'entendiez. Donc, ancien seigneur de guerre, vaincu depuis plusieurs décennies par un général de cette contrée, je pense que je vais mettre ça. Hein. Vaincu. Général, contrée, décennie. Je vais mettre que des mots-clés parce qu'on n'a pas la place énormément non plus. Mais en même temps, c'est chiant parce que si je mets trop petit, vous n'allez pas pouvoir lire du tout, vous, les notes d'aventure. Alors, attendez. J'utilise jamais ce logiciel, donc je vous avoue que c'est une première pour moi. Ouais, j'ai pas trop moyen. Bon, les notes, on va dire que c'est pas très grave, ok? Au pire, je vous les lirai en temps voulu. Hop, et encore une fois, je pense que entre deux lives, donc entre cette session du jour et la session de la fois prochaine, je pense que je remettrai au propre. Je remettrai au propre tout ça pour que ce soit davantage lisible et bien présenté. Le fait que personne ne s'intéresse à l'histoire, que c'est une piste peu exploitée, qu'il y a eu une guerre, enfin je sais pas si on le savait déjà. Ouais, c'est des infos intéressantes, mais je sais vraiment pas, quand il écrit deux infos, je sais vraiment pas laquelle il veut qu'on retienne, quoi. Mais ouais, c'est un peu un mélange de tout ce que tu viens de dire, de tout ce que j'ai dit précédemment. Bon. Après, c'est vrai que c'est un truc, c'est vrai qu'on peut prendre cette info aussi, hein. On peut prendre cette info aussi. J'ai déjà dit que dans ce texte, dans cet univers, si on n'a pas le pamphlet, on est considéré comme ne sachant pas lire. Visiblement, ouais, il y a peu de gens qui sont lettrés, il y a peu de gens qui s'intéressent à l'histoire. Donc c'est clairement pas une caractéristique habituelle d'être aussi savant que ne peut l'être le gorille qui nous a accueillis. Allez, en tout cas, je pense qu'on a eu des infos assez intéressantes. Je pense qu'on a eu des infos qui vont pouvoir nous aider. Et je pense même que peut-être prendre les infos dans un sens précis va nous permettre d'avoir des infos supplémentaires. Je m'explique. Je pense que par exemple, si maintenant qu'on sait que l'écusson représente ceci, on va à tel endroit et qu'on dit je sais que ça représente ceci, eh bien peut-être qu'on aura davantage d'infos. C'est pour ça que je me tâte à aller en tant que deuxième endroit, à me rendre à la commanderie. Je vous rappelle le petit paragraphe qui accompagnait cela. Les gardes et les orques que vous avez aperçus hier n'avaient pas vraiment l'air de soldats réglo, et vous faisaient davantage penser à des mercenaires vendus au plus offrant. Peut-être que la guilde des mercenaires pourrait vous renseigner sur leurs origines. Leur commanderie se trouve en 122. En fait, d'un côté, je me dis, forcément, ils ont des infos. Donc je me dis que c'est intéressant d'y aller. D'un autre côté, je me dis, si c'est les gens qui nous sont tombés dessus, justement, est-ce qu'on se jette pas un peu dans la gueule du loup? Donc je trouve que c'est un peu dangereux à la fois. Est-ce que dans le texte, ils vont présenter les choses en disant qu'on se cache, qu'on se camoufle, etc. Je sais pas du tout. Et je vous rappelle que jusqu'à présent, on a eu un seul combat. Et ce combat a été d'une difficulté incroyable.
Donc notre personnage, déjà par le fait qu'il n'ait que 3 PV, n'est vraiment pas fait pour le combat, je trouve. Donc si on peut éviter un maximum le combat, je prends. Donc c'est vrai que là, mon cœur balance un peu. D'un côté, j'ai envie d'y aller, et d'un côté, je trouve ça très dangereux. Mais quelles sont nos options? On a soit la voyante, soit les mercenaires, soit les gardes. Je trouve que que garde et mercenaires, ça fait un peu doublon. Et je pense qu'on a plus de chances d'avoir de l'info chez les mercenaires que chez les gardes. Donc pour moi, le garde, je l'invalide complètement. La taverne, vu qu'on sort d'une taverne déjà, je vois pas trop l'intérêt. La maison close, ça peut être intéressant, mais je sais pas trop. L'apothicaire, pareil, ça peut être intéressant. Est-ce que, en ayant appris ce qu'on a appris, on aurait une info supplémentaire? Non, je crois pas, hein. Après, il y a des lieux qui semblent beaucoup plus anecdotiques, donc ça m'étonne beaucoup. Euh, Et du coup, on est armé, Astrid, je te remontre vite fait la page. On est armé d'un arc, mais en fait, on est très très faible pour le combat, si tu veux, parce que vu qu'on a une endurance de 1, nos PV sont de 3 PV. Parce qu'en fait, pour avoir ces PV, il faut multiplier son endurance par 3. Et 3 PV, c'est très très peu. Ça rend les combats très compliqués parce que limite, je prends une attaque et je suis mort en fait. Même si j'ai beaucoup d'adresse et d'habileté. Non, c'est l'habileté d'ailleurs qui compte. Même si j'ai beaucoup d'habileté, ce qui permet d'esquiver pas mal et tout, mais disons que dans un combat, je suis plutôt en mode danseuse, ou danseur d'ailleurs, à éviter les coups, quoi. C'est un peu compliqué. J'ai quand même, je sais pas, j'ai quand même l'impression que c'est une bonne idée la commanderie. On prend le risque. On prend le risque, on va en 122, en espérant qu'on puisse un peu jouer de chance si des catastrophes arrivent. Allez, on se rend à la commanderie. 122. Le barbare ayant une certaine expérience en matière de mercenariat, c'est sans aucun mal qu'il vous conduit jusqu'à la guilde des mercenaires de Lénonia. La bâtisse aux murs décrépits arbore 2 épées croisées au-dessus d'une bourse remplie d'or, sur laquelle est inscrite la devise de la guilde, coup pour coup. Alors coup, et coup, un coup. Je t'attends ici, Billy. Ces gars-là négocient tout au coup, et je me sens pas en veine. T'as un physique à jouer aux cartes, cela dit, je suis sûr tu t'en sortiras. En approchant de l'entrée, un garde plutôt chétif fait les 100 pas en brandissant un bouclier publicitaire. Parcourez tous les Rennaires, devenez mercenaires, pillez le royaume d'Isbor, gardez l'aurore. Celui que vous preniez d'abord pour un soldat et qui n'est finalement qu'un simple rabatteur, vous fait signe d'approcher. Tu rêves d'une vie d'aventure, gamin? Tu veux faire couler le sang et l'argent à flot? T'as frappé à la bonne porte. Entre et va t'inscrire. Ça te changera la vie. Merci, mais non merci. J'ai déjà du mal avec la capitale de mon propre pays, alors celle des autres. En revanche, j'ai besoin d'une information. Tut tut tut, vous interrompt-il. Une information, ça se demande pas, ça s'achète. Mais écoute, c'est bientôt ma pause et t'es le premier à être venu me parler aujourd'hui. Voilà ce que je te propose. Tu joues un coup au coup avec moi, et si tu perds, tu devras écouter une de mes histoires de bataille. Si tu gagnes, non seulement je dirai demander aux autres ce qu'ils savent sur ce que tu recherches, mais en plus, je te raconterai une de mes histoires de bataille. C'est un bon marché, tu trouves pas? Je suis obligé d'écouter une de vos histoires de bataille dans les 2 cas. Je me sens très seul, avoue l'homme à voix basse. Marché conclu, dites-vous en lui serrant la main. Pour gagner cette partie de coups, vous devez trouver la carte de l'empereur parmi les 5 cartes posées sur la table. Suivez votre instinct. L'homme étale 5 cartes devant lui et retourne celle située le plus à sa gauche. Il s'agit de l'empereur. Les 4 autres cartes ne sont que des villageois. Voyant que vous avez bien noté sa position, il commence à échanger les cartes de place avec une dextérité affolante. Il prend celle située la plus sur votre gauche pour l'échanger avec celle du centre, puis prend celle située à droite de la centrale pour l'intervertir avec la dernière de la rangée, échange la 4e carte en partant de votre droite avec la 3e, et inverse la position de cette dernière avec la 2e carte en partant de sa gauche. Il prend celle située tout à sa droite et la permute avec l'antépénultième carte de la ligne, terminant en intervertissant les 2 extrêmes.
Déboulonné par la vitesse des échanges, votre cerveau continue de tourner sur lui-même pendant encore quelques instants. Il s'agit maintenant de retrouver l'empereur. Si vous souhaitez retourner la première carte située la plus à gauche, allez en nanana, pour la deuxième, pour la troisième, pour la quatrième, enfin pour la dernière. Donc en gros, on a 5 paragraphes possibles, selon la carte qu'on va piocher. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est compliqué. Bon, au moins, il n'y a pas de combat. Au moins, il n'y a pas de combat, mais il va y avoir une petite épreuve de logique. Il va falloir qu'on se tienne rigoureusement au texte. Alors, on doit retrouver l'empereur parmi les villageois. Il étale 5 cartes devant lui et retourne celle située le plus à sa gauche. Donc, moi j'ai un petit dessin de carte, ça va m'aider. J'ai un petit dessin de carte, je vais poser le livre comme s'il était devant moi et qu'il avait les cartes. Donc, le plus à sa gauche, elle est là. Ok. Voyant que vous avez bien noté sa position, il commence à échanger les cartes de place avec une dextérité affolante. Il prend celle située la plus sur votre gauche, donc c'est ici, pour l'échanger avec celle du centre. Donc ça change rien parce que c'est tous les deux des villageois. Donc ça, c'est une info dont on se fout. Puis il prend celle située à droite de la centrale pour l'intervertir avec la dernière de la rangée. Donc là, il échange l'empereur avec, si on considère que la rangée, c'est toutes les cartes d'ailleurs, mais ouais, bref. Il échange avec l'empereur. Donc l'empereur se trouve en 4e position. Échange la 4e carte en partant de votre droite avec la 3e. Alors, la 4e carte en partant de ma droite, donc 1, 2, 3, 4, avec la 3e. Dans quel sens? Peu importe le sens, ce sera la centrale. Donc rien à faire. Et inverse la position de cette dernière avec la 2e carte en partant de sa gauche. Donc, avec la 3e et inverse la position de cette dernière. Donc la 3e, avec la 2e carte en partant de sa gauche. Donc sa gauche c'est là, donc c'est-à-dire que l'empereur se retrouve au centre. Il prend celle située tout à sa droite. Donc, tout à sa droite, c'est ici. Et la permute avec l'antépénultième carte de la ligne. L'antépénultième, ça veut dire l'avant-dernière. Attendez. Non, antépénultième, c'est avant-avant-dernière, je crois. Oh, mince, je sais plus. Je crois qu'avant-dernière, c'est avant-dernière. Et antépénultième, c'est avant-avant-dernière. Non, antépénultième, c'est avant-dernière aussi, je crois. Hein. Oh, je sais plus. Avec l'antépénultième carte de la ligne, terminant en intervertissant les deux extrêmes. Alors attendez. Ah, ça me chagrine de ne plus savoir le sens d'antépénultième quand même. J'ai utilisé ce mot tellement de fois. Qui précède l'avant-dernier. Ah, j'ai bien fait, c'est ce que je me disais, j'ai eu un mauvais pressentiment. Donc c'est bien la centrale. Donc il prend celle située tout à sa droite et la permute avec l'antépénultième. Donc l'antépénultième c'est la centrale vu qu'il n'y en a que 5. Du coup ça veut dire que l'empereur se retrouve là, terminant en intervertissant les deux extrêmes. Donc ça veut dire que l'empereur se retrouve là où il a commencé, si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries, l'empereur se retrouve là où elle a commencé. Donc pour moi, il faut qu'on prenne la dernière située le plus à votre droite, qui est la 138. Il me semble. Il me semble. On n'a pas dû faire appel au pouvoir de la danse, mais on a dû faire appel au pouvoir de la danse des cartes. Euh, J'en fais appel à l'âme des cartes, Yugi. J'espère que c'est ça, j'espère que je ne me suis pas trompé. Ça me ferait chier de m'être trompé là-dessus parce que je trouve que c'est un procédé rigolo. J'aurais bien aimé. J'espère que j'ai réussi. Je crois que je me suis spoilé en vérité et que j'ai réussi. Ok, j'ai réussi, let's go!
Let's go, je suis très content. Bref, là, ça me fait plaisir. Là, j'ai l'impression de jouer, de mettre mon cerveau à contribution. On est parti donc. 138. Bravo, vous avez trouvé l'empereur. Eh ben ça alors, c'est Berlu le vétéran. Je sais pas comment t'as fait, mais en tout cas bien joué. Je n'ai qu'une parole, mon gaillard, dis-moi ce que tu veux savoir. Vous lui faites un bref résumé de ce que vous savez et ce que vous recherchez. Au bout d'un certain temps, il ressort du bâtiment de la guilde pour vous transmettre ce qu'il a appris. En voyant qu'il s'apprête tristement à reprendre le travail, vous lui rappelez qu'il vous doit aussi une histoire. Le visage du guerrier s'illumine alors, et il s'avère très heureux de pouvoir raconter un de ses récits à quelqu'un qui ne les a pas déjà entendus 1000 fois. Son savoir et son expérience vous confèrent un point d'habileté supplémentaire, en plus d'une info. Retournez auprès de votre compagnon en sang. Félicitations, vous avez débloqué le succès Joli Coup. Cochez la case correspondante à la fin de cet ouvrage. Ok, alors, on a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, c'est quoi cette histoire dont on a débloqué une info mais on n'a pas d'info? Euh, On est d'accord qu'il n'y a pas de case info nulle part sur ma fiche. Non, il n'y a nulle part une case info. Donc est-ce que c'est juste pour ce passage de l'aventure où il faut se rappeler du nombre d'infos qu'on a eu? Auquel cas ça expliquerait pourquoi c'était dit chez le bibliothécaire qu'on avait deux infos. Donc du coup on aurait deux infos du bibliothécaire plus une info ici, ce qui nous fait trois infos. Et peut-être à un certain seuil d'infos, on pourra aller à tel ou tel paragraphe, et si on est en dessous de ce seuil, on ira à un autre paragraphe. J'imagine que ce sera un délire comme ça. Donc ça c'est cool. Donc on considère qu'on a trois infos, ça c'est déjà une chose. Son savoir et son expérience vous confèrent un point d'habileté supplémentaire, ça c'est la régalade, puisqu'on va pouvoir mettre à jour notre fiche, et un point supplémentaire en habileté. Trop cool ça. Je pensais pas qu'on gagnerait aussi facilement des points supplémentaires de compétences. C'est cool, ça nous met bien. Ça nous met sur un total de 6 là du coup. Oupsie. Un total de 6, ça commence à être vraiment bueno, hein. 6 d'habileté, on peut encore plus danser, hein. On peut encore beaucoup plus danser, c'est excellent. Euh, Et du coup, on a débloqué un succès. Un succès qu'on est censé cocher à la fin du bouquin. En fait, on a deux pages succès à la fin du bouquin. Alors, on va le chercher. Le succès s'appelle Joli Coup. Où est-ce que c'est? Hmm. Bah mince, c'est où? Attends, il y a peut-être plus que deux pages, non? Ah non, non, il y a que deux pages. Ah, Joli Coup. Vous avez trouvé la carte du mercenaire, possiblement sans tricher. Bah oui, j'ai pas triché, wesh. La preuve en vidéo. Bon, je vais pas le cocher parce que je suis pas fan d'écrire directement sur un livre. Mais je saurais en mon fort intérieur que je l'ai réussi de toute manière. Au pire du pire, je pourrais me référer à la vidéo. Si à la fin de la œuvre, à la fin de l'aventure par exemple, il fallait dire combien de cases avez-vous coché, ça vous fera des points supplémentaires ou que sais-je encore. Du coup, ok, on est bon là-dessus, on a trois infos et on peut retourner en page 100 pour décider de notre dernier lieu à visiter. Je ne sais pas si tu es toujours là, Astrid. Si tu es toujours parmi nous, je te laisse le choix éventuellement du dernier lieu. Si tu n'es pas parmi nous, bah, je vais devoir décider moi-même et je ne sais pas trop ce que je vais faire, désolé. J'ai une notification sur Discord et Dieu sait que je déteste avoir des notifications. Voilà, c'est fait, c'est enlevé. Bref. Où est-ce qu'on va pouvoir aller? Perso, vu qu'on a fait bibliothèque et commanderie, je pense que les gardes, on les carte parce que c'est un peu similaire à la commanderie et j'ai encore une fois peur que ça parte en combat et ainsi de suite. Euh, la taverne, de la même manière, j'ai peur que ça parte en combat. Étant donné que je viens de brûler une taverne, c'est peut-être pas fou de retourner dans une taverne. Euh, la voyante, c'est pas trop mon délire.
C'est pas trop mon délire. En fait, c'est ça le truc, c'est que la voyante, la maison close, l'église, les lavandières, l'écurie, c'est des choix un petit peu atypiques, je trouve. C'est des choix un petit peu atypiques qui peuvent être intéressants, mais du coup qui n'entrent pas trop dans ma grille de lecture, dans ma grille de pensée. C'est pas trop les lieux où je me dis, ah ouais, ça c'est une bonne idée, je vais y aller. Quoique, quoique. Les lavandières, si on est toujours dans le principe de chercher de l'information au maximum, les lavandières, ça serait pas mal potentiellement parce que bah, c'était notamment au Moyen Âge, c'était vraiment un lieu, comment on appelait ça d'ailleurs? J'allais dire les bains publics, mais non, ce n'est pas ça. Les, euh, les lavoirs, les lavoirs publics, c'était vraiment un lieu d'échange, justement, notamment entre les femmes à l'époque. Et justement, c'était vraiment là que l'info circulait. Donc je pense que rôlistiquement, ça a beaucoup de sens d'aller voir les lavandières si on veut de l'info. Après, je me dis qu'on a déjà dû choper pas mal d'infos, on en a déjà 3. Je sais pas quel seuil d'infos il faut choper pour avoir accès à une suite intéressante. Mais en fait, j'hésite. Je vous donne mon raisonnement. Pour moi, soit on va au marché, et c'est un peu risqué parce qu'on risque d'être découvert. Et je pense qu'au marché, on va pas choper d'infos, mais on va peut-être choper du stuff, ce qui peut être intéressant pour la suite. Donc en fait, c'est plus une stratégie de pas mettre tous nos œufs dans le même panier, mais de se préparer à plusieurs situations. Soit on va voir les lavandières, et là je pense pas que ça partira en baston, je pense pas que ça sera dangereux. Et je pense qu'on peut choper davantage d'infos, comme ne rien choper du tout. Hmm, mon cœur balance. Limite, j'hésite presque à le faire au dé. J'hésite presque à le faire au dé, je sais pas trop. Poupi poupi pou. Après, sinon, il y a une stratégie qui fonctionne super bien, en tout cas pour moi. C'est de faire un pile ou face le plus sincèrement possible, mais de ne pas faire ce que me dit le pile ou face, juste de m'en servir comme guide. C'est-à-dire faire un pile ou face, et si je suis pas content du résultat du pile ou face, ça veut dire qu'en fait je voulais faire l'autre chose. Donc du coup, je fais l'autre chose. On va faire un pile ou face. On va dire que de 1 à 3, je vais voir le marché, et de 4 à 6, je vais voir les lavandières. Même si en vrai dans ma tête je pense que je commence à savoir ce que j'ai envie de faire. Ça vient confirmer. Ça vient confirmer. 1, ça nous mène au marché. Et encore une fois, le marché, c'est un lieu emblématique de tout début de campagne au jeu de rôle. Et ça serait intéressant pour le stuff. Mais je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est le scénario et les infos. Donc on va voir les lavandières. Je vous ai prévenu que le pile ou face, c'était pas pour prendre la décision. Enfin, si, mais de manière indirecte. Donc, vous entendez non loin les éclaboussures des lavandières qui s'attellent à leur tâche. Leur talent unique pour faire parler les slips sales pourrait s'avérer précieux. Tout le monde a besoin d'une tunique propre de temps en temps, et vos poursuivants ne font pas exception. Approchez-vous poliment en 254. Donc je doute que ceux qui nous poursuivent aient forcément fait laver leur slip, mais je pense qu'elles peuvent avoir des infos quand même sur cela. Donc on part en 254. Nous y voilà. Oula, il y a beaucoup de choses à lire. Ok. 254. Sous le porche de la lavanderie, quelques femmes, manches retroussées et calots retenant leurs cheveux, s'affairent à la tâche en papotant gaiement. La plus imposante d'entre elles, sans doute la matrone, vous enjoint d'une voix forte. Déposez votre linge dans la grande corbeille, laissez une pièce dans le pot et repassez demain. On n'a rien à laver, madame. On aimerait juste. Ici on lave sans poser de questions, vous interrompt-elle. Le travail est déjà assez dur comme ça. Alors si en plus on doit tenir un bureau des renseignements. Non merci, mon petit gars. Si vous disposez de la cotte de maille, vous leur proposez votre aide afin de récurer les tâches les plus récalcitrantes et obtenir un d'info et un point de chance max supplémentaire. On n'a pas la cotte de maille. Si vous êtes équipé de la marmite, vous pouvez simplement la leur prêter afin de faciliter leur tâche.
Vous recevrez alors une info et un point de chance max. On n'a pas de marmite. Si vous avez les deux en votre possession, vous pouvez alors cumuler l'aide proposée pour récupérer les deux récompenses d'un coup, soit 2 infos et 2 points de chance max. Ça me fait si mal de voir que dans cette situation, si on avait un autre stuff, on aurait récupéré trop de choses. Si vous n'avez aucun de ces équipements, mais que vous possédez le filtre d'amour, vous pourriez l'essayer sur ces charmantes lavandières en 166. On n'a pas le filtre d'amour. Du coup, le filtre d'amour, je pense qu'on aurait pu l'avoir au marché, et qu'ensuite on aurait pu aller voir les lavandières, donc vraiment il y avait un intérêt à faire les choses dans un ordre précis. Bref. Si vous êtes débrouillard, je suis débrouillard. Un objet étendu attire votre attention en 284. Enfin, si vous souhaitez revenir à la croisée des chemins, retournez en 100. On a failli ne rien avoir. On a failli ne rien avoir, mais on est débrouillard et ça nous aura servi. Let's go. Je suppose, d'ailleurs, maintenant j'ai cette idée, que la chose qu'on va voir étendue, ce sera peut-être justement un écusson orc. Donc en fait, ça avait du grand sens d'aller voir les lavandières qui font le linge, étant donné qu'on a récupéré un linge déchiré et qu'on est en train d'enquêter sur un linge. Je suis con de ne pas y avoir pensé plus tôt. 284. Alors. 284. En prenant votre air le plus innocent, vous faites les yeux doux à la grande dame qui vous fait face. Sans vouloir abuser de votre gentillesse, est-ce que je pourrais au moins jeter un œil au panier des objets trouvés? La femme au regard sévère vous lorgne pendant de longues secondes, en espérant lire le mensonge dans vos yeux. N'étant pas votre mère, elle finit par fondre devant votre visage. Ouais. Vas-y, garçon. Mais ne touche à rien. Pas sûr qu'elle ait avalé votre mise en scène, mais qu'importe. Sur le dessus du panier, vous trouvez une bandoulière en cuir qui permettrait d'attacher un couteau sur votre épaule. Si vous êtes en possession de l'arc et du couteau, vous pouvez désormais manier les deux armes en même temps et bénéficier de leur bonus d'habileté cumulé. Waouh! Chapardant discrètement l'objet, vous retournez auprès des lavandières en 254. Ah non, ça dégoûte. On a l'arc mais on n'a pas le couteau donc ça nous sert à rien. Par contre, c'est fumé quoi. Je vais quand même écrire dans le stuff, admettons, je ne sais pas par quel miracle, admettons qu'on chope un couteau par la suite de l'aventure. Je vais quand même écrire dans le stuff qu'on a chopé une bandoulière, donc. Je vais écrire bandoulière couteau. Et d'habitude, je n'écris pas le paragraphe. Parce que j'estime qu'une fois qu'on a passé un paragraphe, on n'a pas besoin, enfin comment dire, ce serait presque de la triche de venir le relire. Par exemple, si on a lu une information, bah on doit s'en souvenir ou on doit l'avoir écrite ou voilà. Trop facile de retourner à les lire, je trouve. Mais là, vu que ça explique le fonctionnement d'un objet dans un cas très précis et tout, je vais pas le retenir, je vais juste écrire que c'est ça. Et puis si à un moment la situation euh, nous le permet, on ira s'y référer. Très bien. Hop. Mince, je vous ai laissé le carré bleu a priori. Ok, on est bon. On est bon, et du coup ça m'embête parce que on retourne en 254. Ce qui veut dire qu'on retourne à l'endroit où on ne chope ni info, ni rien du tout, parce qu'on n'a pas la cote de bail, on n'a pas la marmite, on n'a pas le filtre d'amour. Et du coup on retourne en page 100. On retourne en page 100, un peu bredouille. Donc sur nos 3 lieux, il y a eu un lieu qui a été quasiment inutile, hein, je dirais. Ça fait un peu mal quand même. J'ai du mal à dire si 2 lieux sur 3 c'est une bonne moyenne, étant donné qu'on n'a pas la teneur de ce que nous proposaient les autres lieux. Mais ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal de voir qu'on a eu seulement 3 infos en tout et pour tout, il me semble. Donc, en 100, on nous dit, lorsque vous aurez effectué vos 3 choix et visité les 3 lieux correspondants, rendez-vous en 210, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Hop, 210. On peut dire que cette journée a été très animée.
Des 3 lieux que vous avez visités, vous avez tiré différentes expériences. Cependant, un 4e lieu attire votre attention. Oh, découvrez lequel en suivant votre caractère. Ok. Bon, on va tout lire quand même par acquis de conscience pour voir ce qu'on a perdu. Le guerrier que vous êtes aurait tendance à chercher un armurier en prévision des combats à venir, et puisque ces orques se font forcément équiper quelque part, il n'est pas exclu que la boutique du forgeron en 181 ait quelque chose à vous raconter. En tant que paysan, vous souhaitez chercher l'aide de vos semblables. Le moulin à grains, dont vous apercevez les ailes non loin de là, doit certainement abriter quelques braves gaillards susceptibles de vous venir en aide en 219. Étant plutôt prudent, vous n'arrivez pas à chasser l'impression que quelqu'un vous observe. Parfois, la chance et la paranoïa vont de pair, et vous souhaitez en avoir le cœur net, en 117. Et enfin, pour mon cas, donc ce qu'on va devoir faire, étant un gamin débrouillard, vous savez que vos poursuivants font forcément partie d'un groupe, d'une secte, d'une association ou d'un gang. Il est donc absolument certain que leurs statuts ont été déposés au registre du commerce dont les bureaux sont en 214. Impossible de consulter ce genre de documents librement, cependant. Il va vous falloir improviser. C'est pas grave, on a eu des brouillards, on est fait pour ça. C'est marrant qu'ils aient ce délire de... Oh, ils ont forcément déposé quelque chose, c'est une association, je pense, hein. Faut voir leur statut, mais c'est trop bizarre, je trouve, dans un univers un peu héroïque fantasy d'avoir ce genre de considération. Mais c'est bien pensé. C'est bien pensé. C'est pas du tout... Pour le coup, c'est pas du tout ma logique et mon instinct en jeu de rôle de penser comme ça, mais c'est bien trouvé. 214. S'il y a un endroit où les infos pullulent, c'est sans aucun doute au registre du commerce. Artisans, associations de malfaiteurs, sectes, guildes, cellules révolutionnaires, tous sont obligés de s'y enregistrer avant d'exercer leur activité dans l'enceinte de la capitale. Tu sais, c'est genre les méchants pas beaux qui disent oui, nous, on est un groupe de méchants pas beaux, on vient s'inscrire. Trop bizarre. Le bâtiment jouxte la maison municipale en plein centre de la cité, et vous n'avez aucun mal à vous faufiler à l'insu du vieux concierge endormi. Un coup d'œil sur le plan du bâtiment vous apprend que tout ce qui concerne les factions armées et classées sensibles se trouve au 2e étage, couloir B22, escalier 9, porte 4. Votre inspection est interrompue par des bruits de pas provenant du couloir. Vous jetant un regard précipité, le barbare se rue à la rencontre du scribe afin de détourner son attention en lui demandant l'emplacement des toilettes les plus proches. Saluant mentalement son sacrifice, vous grimpez les escaliers aussi furtivement que possible. Si vous avez préalablement rencontré la voleuse, tombez nez à nez avec elle en 34. Sinon, dirigez-vous dans le labyrinthe administratif en direction du bureau des registres en 33. Est-ce qu'on va être dans une scène à la Astérix? On va devoir demander le contrat C32, c'est ça, je sais plus. Laissez passer, je sais plus, mais vous voyez la scène dont je parle, quoi, c'est iconique. Laissez passer A12 ou je sais pas quoi, là. Et à chaque fois, on est brinque-ballé d'un endroit à un autre. Est-ce qu'on va vraiment être dans ce délire administratif jusqu'au bout? Je trouve que ça se prêterait bien au livre dont vous êtes le héros. Il y aurait vraiment moyen d'aller d'un paragraphe à un autre sans arrêt. Ça serait marrant. Alors, au cas où par l'instrument de musique, hein, au cas où, je vais écrire le trajet qu'on nous donne. 2e étage, couloir B22. Je vais tout écrire comme ça à l'arrache pour pas prendre trop de place. Escalier 9 et porte 4. Parce que ça me semble très bizarre qu'on nous donne autant d'infos sur un lieu. Donc je préfère prendre tout ça en note. Si ça se trouve, je l'enlève de la fiche dans quelques instants, mais pour le moment, ça me semble être une bonne décision. Et du coup, on n'a pas eu l'honneur de rencontrer la voleuse. Donc on se rend en 33. C'est vraiment le genre de phrase qui te fout le gouac, je trouve. Si vous avez préalablement rencontré la voleuse, t'as vraiment l'impression, merde, il y avait une voleuse à rencontrer. Il y avait une voleuse à rencontrer plus tôt et il y avait une voleuse à rencontrer maintenant. Donc t'as l'impression d'avoir loupé deux situations, c'est horrible. Ok, il y a un labyrinthe.
33. Vous glissez dans les longs couloirs jusqu'à trouver la porte de la salle des registres, du moins celle qui contient potentiellement ce que vous cherchez. Silencieusement, vous entrebâillez la porte pour vous assurer que la voie est libre. Par chance, la pièce est vide, et seul un petit bureau affublé d'un coffre-fort meuble l'endroit. À l'exception bien sûr d'une inévitable plante en pot posée dans un coin, indispensable à tout bâtiment administratif qui se respecte. Vous observez le mécanisme qui maintient le coffre fermé avant de jeter un œil sur le bureau. Vous constatez avec amusement que l'occupant des lieux a laissé un indice sur un petit bout de papier. Classique. Il ne vous reste plus qu'à entrer la bonne combinaison dans le coffre maintenant. Partez du numéro de votre chapitre afin de trouver le chapitre correspondant sur l'image adjacente ou essayez une combinaison au hasard. Partez du numéro de votre chapitre afin de trouver le chapitre correspondant. Ok. Ok. Donc je dois partir de 33. D'accord, c'est bien ça. Donc en gros, ce que j'appelle paragraphe, il appelle ça chapitre. C'est pas grave. En gros, je vous explique. J'ai un petit labyrinthe, donc là, ça va être vraiment à faire de mon côté. Désolé pour vous, les viewers, c'est pas très vidéo montrable. Donc voilà, j'ai un petit labyrinthe. Je pars de 33 et j'essaie de chercher où est-ce que ça doit nous mener. Alors, oui, je mets mon doigt sur le livre comme un enfant. Je ne vois pas le problème. Je crois que c'est 71. Je le refais au cas où parce que c'était vraiment simple. Donc c'est pas très long à refaire. Ok, ça m'a l'air d'être facile. Apparemment en 71, c'est la fin de la combinaison du coffre. Et là je me suis trompé, je me tape la loose, mais... 71. Vous composez nerveusement les chiffres sur la roulette du coffre. À votre grande joie, la poignée bouge et le coffre s'ouvre. Bingo! Vous récupérez une info, ainsi que 2 critiques supplémentaires avant de quitter les lieux en direction de 70. Pourquoi on gagne des critiques? J'ai pas trop compris le rapport à gagner des critiques là-dessus. Alors là, c'est écrit Hard Cadenas. Donc on a un cadenas de la marque Hard Cadenas. Et le code c'est 974 comme The Fantasio 974. Encore une fois, une référence à la vie youtubesque de Bob Lennon. C'est intéressant, c'est marrant. Par contre, les 2 critiques supplémentaires, vraiment, je comprends pas la logique, mais admettons. Surtout que les critiques, je les ai toujours pas. C'est une stat que j'ai toujours pas utilisée. Donc j'ai le plus 4 de départ que je garde. Et je vais écrire plus 2 à côté. Parce que je sais pas trop comment se joue la stat secondaire critique en fait. Donc je vais attendre d'y être confronté pour le savoir. Par contre, on a une info de plus, ce qui nous mène à 2 infos chez le bibliothécaire. Une info chez les mercenaires et une info ici. Donc on est déjà à 4 infos. C'est pas mal, je pense. Hein. Je pense qu'on n'est pas mauvais. Je pense qu'on est sur une bonne base. Et du coup, on se rend en 70. Ok. 70. Après une journée décidément bien chargée, vous essayez de rassembler ce que vous avez appris dans la lumière déclinante du soir. Les rues, grouillantes de monde il y a encore quelques instants, se vident progressivement pendant que la nuit s'empare de la ville. Je connais une petite auberge pas loin. J'ai soif, j'ai faim, et on a besoin de faire le point. Tu me suis? Vous acquiescez distraitement de la tête. Perdu dans vos pensées, vous ne remarquez pas le silence assourdissant qui vous entoure soudainement, perturbé seulement par le sifflement d'un vent glacial et un bruit étrange qui se fait de plus en plus distinct. Un pas lourd teinté d'acier et d'ossement résonne dans toute la rue, avant qu'une puissante voix rocailleuse ne tonne dans le silence. Faites face. Quelque chose dans cet ordre calme et posé vous fait froid dans le dos, et ce que vous observez en vous retournant finit de vous glacer le sang. Un guerrier colossal à la peau sombre, harnaché de métal, se tient au bout de la rue. Son ombre, portée par la dernière lueur du soir, s'arrête devant vous pour le faire paraître encore plus imposant. À ses pieds se trouve un grand sac rempli d'ossements, et vous apercevez au centre de sa gigantesque ceinture un emblème orné similaire à celui que vous recherchiez.
Avant que vous ne puissiez l'observer plus ou réfléchir à votre situation, le géant sombre continue en s'adressant aux barbares. Je suis le général Massacre. Mes ordres sont de te ramener mort ou vif, guerrier. Rends-toi, et je ne te briserai que les jambes. Pour toute réponse, le barbare vous pousse doucement sur le côté et saisit sa hache en s'avançant. Dos à vous, il semble s'attendre à ce que vous alliez vous réfugier ailleurs. Intéressant, t'as l'air de savoir un peu te battre. Tu ressembles à un orc qu'aurait bouffé tous les autres, lance-t-il. Ainsi tu choisis de m'affronter. Parfait. Je jetterai ton cadavre aux pieds du maître. Excusez-moi, les interrompez-vous soudainement. La créature semble enfin remarquer votre présence et tourne sa tête en votre direction avant que vous ne poursuiviez. Si je comprends bien, si lors de votre première journée dans la capitale, vous avez collecté 3 infos ou plus, continuez en 213. Let's go! Si vous n'avez pas réussi à en dénicher autant, poursuivez en 291. Let's go! Peut-être qu'on a déniché suffisamment d'infos pour éviter le combat. Moi, c'est ça que je suis en train de me dire. Parce que là, combattre contre l'un des 3 généraux du dieu qui veut la mort du pyro-barbare, je suis pas hyper confiant. Je suis pas hyper confiant. Je vous montre brièvement à quoi ressemble le massacre. Ce fameux géant orc là. Mais je suis pas hyper confiant. Donc si le fait qu'on ait des infos nous permet de discuter avec Massacre et de peut-être alléger le combat, peut-être pas l'éviter, mais au moins l'alléger, ça me va bien. 213. Tukutum. Ah, je suis content que les infos servent à quelque chose. 213. Vous travaillez pour un ancien seigneur de guerre nommé Virilus, qui, de ce que l'on sait, cherche à soumettre le monde pour le plonger dans une ère de ténèbres. Mais il a été brutalement vaincu par le héros légendaire lors de sa dernière tentative. J'ai bon? Comment connais-tu son nom? Son retour est resté secret, sauf pour ses fidèles. Pas si secret que ça, apparemment. Poursuivez-vous face à la surprise de la créature. Il y a un truc qui colle pas, par contre. Ce Virilus veut à tout prix nous capturer discrètement, et il y met les moyens. Il a corrompu la garde de la ville et envoyé son armée à nos trousses. Tout ça pour récupérer une bête fiole de sang de barbare. Une bête fiole? Pauvre ignorant, ne sais-tu donc pas que le sang ancien est la marque des dieux? Et comment as-tu appris l'existence secrète de son armée des ténèbres? Bah, parce que vous avez dit que vous étiez le général Massacre, et que tous ceux qui nous ont poursuivis portaient son symbole. Dites-vous devant la colère montante du colosse sombre. De plus, s'il a déjà été vaincu par le passé, c'est qu'il ne doit pas être aussi puissant que vous le dites. Misérable moustique, pitoyable ver de terre, comment oses-tu douter de la toute-puissance du Seigneur Noir? Je vais t'écraser comme le vermisseau que tu es. Fou de rage, le général Massacre brise le sol avec son marteau, avant de brandir une gemme luisante de sa main gauche. L'étrange cristal jaunâtre brille d'une lueur vive avant qu'un serpentin de lumière écœurante ne glisse dans le sac d'ossements à ses pieds. Comme mus par une force invisible, les os se mettent à s'assembler pour créer 3 squelettes munis de cimeterres qui se tournent vers vous dans des gestes saccadés et inhumains. Wow! Fait votre ami en faisant un demi-pas en arrière. C'est nouveau, ça. Mais vous n'avez pas le temps de vous horrifier de la situation, car la gemme que tient le général Massacre brille de nouveau, d'une couleur embrasée cette fois. Goûtez au pouvoir du chaudron noir! Un rayon d'énergie enflammée vient éclater sur le sol, juste là où se trouvait le barbare une seconde auparavant. Se relevant de sa roulade, il vous hurle avant de passer à l'attaque. Bouge, gamin, reste pas là! Hors de question de fuir, cependant. Les squelettes ont profité de la diversion pour vous barrer la route. Vous n'avez pas le choix. Vous devez éliminer cette brute épaisse et ses sbires avant que la garde ne rapplique ou pire. Si vous êtes prudent, allez en 36. Putain, j'aurais aimé être prudent là-dessus. Sinon, défendez votre vie en 97. Non, on va avoir un combat, on va mourir comme des merdes. Je suis tellement dans la merde. Si vous avez obtenu 4 infos ou plus, ce qui est le cas, félicitations, vous avez débloqué le succès reportage exclusif.
Cochez la case correspondante à la fin de cet ouvrage. Encore un nouveau succès, trop bien. Alors, reportage exclusif, c'est bon. Eh, on a déjà débloqué 2 succès, c'est quand même pas dégueulasse, je trouve. Je sais pas, encore une fois, à quelle dose on est censé les récupérer, etc. Mais pas mal, pas mal. Je suis assez content qu'on ait réussi à faire la chasse aux infos. Du coup, les infos que j'ai notées en notes personnelles sur ma fiche perso ne servent pas à grand chose. Puisque Billy s'est chargé de, voilà, de bien tout replacer dans son contexte, de tout expliciter ici, ce qui a l'air d'étonner notre adversaire Massacre d'ailleurs. C'est très cool. J'aime vachement les principes de narration dans ce bouquin. Je trouve que c'est très bien amené et que ça ajoute une dynamique vachement intéressante à l'œuvre. Du coup, on va devoir défendre notre vie en 97. J'appréhende tellement. J'appréhende grandement. Oh putain. Je viens de voir les statistiques brièvement des adversaires. C'est l'enfer. 97. Craignant pour votre vie, vous portez un coup préemptif à l'un des squelettes qui vous barre la route, pour le voir se désagréger instantanément sous votre attaque. Il valent rien en fait. Soit l'autre brute tentait de vous intimider, soit les ossements utilisés étaient trop vieux. Vous vous débarrassez prestement des 2 autres avant de charger au secours de votre compagnon. Si les squelettes se sont révélés n'être qu'une maigre barrière à votre assaut, Massacre, lui, est beaucoup plus redoutable. Il est temps de prouver que vous avez ce qu'il faut pour survivre une journée de plus. À l'attaque. Bon, déjà, c'est une bonne chose qu'on n'ait pas à se farcir les squelettes puis Massacre. Mais quand même, j'ai ultra peur. Ultra peur. Donc, moi j'ai le plus 4 en habileté donné par le jeton du pyro-barbare. Massacre, il a 12 en habileté. Il a 20 PV. Ouah, c'est dur. 0 d'armure et 1 de dégâts. Règle spéciale. Tous les 3 tours, Massacre invoque un trait de flamme qui vous fait perdre 3 PV à la fin du tour. Après l'application des dommages. Vous pouvez tenter de l'esquiver comme une attaque normale si vous disposez d'assez d'adresse, sans toutefois pouvoir effectuer de contre-attaque critique sur cette esquive cependant. Si vous avez surpris... Ouh là là, c'est dur. Si vous avez surpris Massacre avec vos infos, vous disposez de 8 tours pour le vaincre. Sinon, vous ne disposez que de 5 tours. À l'issue de cette limite de temps, ces renforts vous encerclent et vous achèvent. Oh, mais le combat a l'air trop dur. Si vous arrivez à oxyre le monstre dans les temps, reprenez votre souffle en 194. Ouah, le combat de boss ici! Mais le combat a l'air si dur avec mes stats tout éclatés. Non. Alors, on nous dit tous les 3 tours. Tous les 3 tours en commençant par le tour 1 ou en commençant par le tour 3. Moi, je lis tous les 3 tours. J'aurais tendance à interpréter en mode premier tour, deuxième tour, troisième tour. À la fin du 3e tour, il fait pour la première fois un éclair. Est-ce que vous l'interprétez comme moi? Parce que ce serait dommage de tricher. Perso, je l'interprète de cette manière. Donc, je pense qu'on va pas être mis en danger tout de suite. Heureusement, on a la chance d'avoir 8 tours vu qu'on l'a un peu désarçonné avec le fait qu'on avait beaucoup d'infos. Mais du coup, on est parti pour une phase de combat. Je vous mets la table des situations qui va vous permettre de savoir mes lancers de dés à quoi ils correspondent. Je vous mets également ma fiche de perso, ensuite je vous montrerai la fiche de combat. Déjà, je vais reprendre les règles du combat. Il faut qu'on définisse la situation. La situation. Voilà. On doit soustraire le montant d'habileté de l'adversaire à mon montant d'habileté. Mon habileté, on l'a fait monter tout à l'heure, donc on a un peu de chance. Donc moi j'ai 6 d'habileté. Avec le jeton pyro-barbare qui m'accompagne, ça fait plus 4. Donc ça fait qu'on arrive à 10 d'habileté. Et Massacre est à 12. Donc déjà on fait 10 moins 12. Ce qui veut dire qu'on est en situation moins 2. Et en situation moins 2, on est en désavantage léger. C'est dur.
C'est dur. Attends. Coup de fuite en chance? C'est quoi ce délire-là? On peut fuir? On peut fuir un combat? Alors attendez. Je suis en train de voir un truc là. Où est-ce qu'on va voir ça? Ça serait dans la description de ce que sont les caractéristiques. La chance détermine votre capacité à voir les 1. 1. Alors, dans la description de ce qu'est la chance, je ne perçois pas si on peut partir. Parce que si on peut fuir avec la chance, j'ai envie de dire fuyons, parce qu'on a de grandes chances de mourir, hein, vraiment. Mais en même temps, je sais pas si on a le droit. C'est pas assez explicite dans les règles. Donc on va pas le faire au cas où. On va pas le faire au cas où. Ça va. En fait, ce qui m'énerve là, c'est que tout va se jouer sur un lancer de dés quasiment, étant donné que dès qu'on arrive au tour où il balance de l'éclair, enfin un trait de feu là, je prends 3 de dégâts si je loupe mon dé. Donc c'est l'enfer. C'est l'enfer. Bref. Et du coup, je perds quoi. Donc je peux littéralement mourir sur un lancer de dés. Ce serait horrible. Même si je gère le combat, je peux mourir sur un lancer de dés. C'est terrible. Bref, du coup, on va essayer quand même de faire le combat, même si je pense qu'on pourrait fuir. On va pas se donner cet objectif-là. Comment ça se passe déjà les combats? J'oublie. Ah oui, il faut qu'on inflige... Voilà, faut qu'on lance un dé déjà. Donc, premier dé. 5. 5. En étant en désavantage léger, ça ferait 4, 3. On était à moins 2 ou on était à moins 1? Je me rappelle plus. On était à moins 2, je crois, parce que j'ai 6 et 4 et il a 12. Donc c'est ça, 10 moins 12. Donc, désavantage léger moins 2, 5, ça fait 4, 3. Ok. Donc ça voudrait dire que je cause 4 dommages et qu'il m'inflige 3 dommages. C'est déjà un plutôt bon lancer, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que c'est déjà plutôt un bon lancer. Sauf que je peux pas me permettre de prendre 3 dommages. Donc, on va tenter d'éviter, parce qu'on est obligé, on va tenter de faire une esquive. L'esquive, c'est avec l'adresse. Comment ça marche déjà? Si mon score est égal ou inférieur à mon adresse, j'esquive le coup. Égal ou inférieur à mon adresse, qui est à 5, je le rappelle. Faut pas qu'on fasse 6, quoi, en gros. J'ai l'impression que beaucoup de mes lancers de dés vont se résumer à faut pas qu'on fasse 6. Ok. J'esquive. Alors vous esquivez complètement le coup, sinon vous prenez simplement les dommages, très bien. La contre-attaque critique. Comme l'esquive, la contre-attaque critique n'est disponible qu'à partir de 2 points d'adresse. Si au cours d'une esquive, votre dé affiche un 1. Ce n'est pas le cas, on a fait 2. Donc malheureusement, on ne fait pas une contre-attaque critique, on fait juste une esquive. Donc, vu qu'on fait une esquive, déjà je pense que je vais mettre... alors, je vais prendre ma feuille de combat. Voilà. Donc là, je vais mettre les résultats des tours, je pense. Donc, à l'issue du tour 1, je suis à 3 PV parce que j'ai esquivé. Et Massacre est à 20 PV moins... moins 4. C'est ça. Donc il est à 16 PV. C'est énorme. Mais il va être si long à battre. Je vais vraiment me prendre le trait de feu et perdre sur le trait de feu. Je vous l'annonce d'avance. Je vous l'annonce d'avance. Situation d'ailleurs, c'est des avantages légers. Encore une fois, c'est dur de gérer le stream, la feuille perso et
pardon, et le bouquin. Du coup, je dois faire beaucoup de choses à une main. Donc désolé si j'ai un peu de temps de réaction, etc. Mais c'est pas facile à gérer. Ok. On passe au tour 2. Maintenant que je me suis remis dans le délire, ça devrait aller plus vite. Donc on passe au tour 2. Donc là, c'est d'abord mon attaque. 3. 3, on serait sur des avantages légers 2. On serait sur du 2-4. C'est pas énorme de lui infliger 2 dégâts. Hein. On peut aller jusqu'à lui infliger 12 dégâts potentiellement. Enfin, ouais, non. Ah ouais, non, parce que nous, on est en désavantage. Donc on peut aller jusqu'à 5 et là, je lui inflige 2. C'est pas énorme. Et de toute manière, je vais forcément mourir. Donc, je vous propose qu'on fasse débrouillard. Il me semble que ma compétence débrouillard, c'est qu'une fois dans le combat. Je sais plus. Attendez, je regarde. Vous pouvez relancer votre dé de phase d'attaque une fois par tour. Ah, une fois par tour, donc on va vraiment le faire. On va vraiment le faire. Parce que dans tous les cas, en fait, avec les dégâts que m'infligerait l'autre, je mourrais. Donc, j'utilise mon débrouillard pour relancer le dé. 2, c'est encore pire. Dommage. Donc, 2 moins 2, ça nous fait du 2-5. Donc là, il m'infligerait 5 dégâts et je lui en infligerais 2. Là, je lance mon dé d'esquive. Attends. C'est bueno, hein, je crois. Ouais, c'est grave bueno, c'est grave bueno. C'est grave bueno. Let's go, on fait une contre-attaque critique. Donc, j'évite tous les dégâts. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, si au cours d'une esquive, votre dé affiche un 1, vous exécutez alors une contre-attaque critique, dévastatrice, en plus d'esquiver totalement l'attaque adverse. Pour calculer vos dommages, prenez les dommages maximaux que vous pouvez infliger dans votre situation, comme si vous aviez fait un 6 durant votre phase d'attaque, et ajoutez-y votre score de critique. Donc dans ma situation de désavantage léger -2, si j'avais fait 6, j'aurais pu lui mettre 5 dégâts. Donc déjà on part de 5, donc c'est pas mal. Ajoutez-y votre score de critique. Le score de critique, on va relire exactement de quoi il s'agit. Ça représente le bonus d'attaque à votre contre-attaque critique. En cas de coup critique, additionnez le montant de votre critique au dommage de votre contre-attaque critique. Donc le montant de mon critique, si j'en crois ce que je comprends, si on se réfère à notre feuille, on est à +4, +2, donc ça fait 6. Donc j'aurai 6 en critique, ce qui est beaucoup. Donc 6 et 5, donc j'aurai 11. Non, je lui inflige 11 là, en dansant comme un ouf. Oh, le danseur. Le danseur. Alors peut-être on va pouvoir le faire grâce au pouvoir de la danse. En plus, on ignore l'armure. Bon, il n'en avait pas anyway, mais... Ok. Trop trop cool. Trop trop cool. Donc, bah écoutez, moi c'est ce que je comprends. Ce que je comprends, c'est qu'on fait 6 plus 5. Donc 11. Donc pour le combat, ça veut dire qu'il finit le tour 2 à 15. C'est pas mal. Mince, j'arrête pas de cliquer sur la case du dessus. Ok. 15. Pas mal du tout, 15. Par contre, nous, toujours 3, quoi. Bon, j'ai du mal à faire la présentation. Encore une fois, je referai ça au propre entre les deux lives. Ah, mais non, qu'est-ce que je dis 15? Je suis débile. Je suis complètement au co. On a fait 16 moins 11, donc il est à 5. Allez, 3-5. Franchement, la critique, elle est belle. La critique est très belle. Il y a peut-être moyen que ce combat se finisse de manière intéressante. Ok.
On repart pour le 3e tour. Donc à la fin de ce tour-là, il nous envoie son trait de feu, donc il faut à tout prix qu'on le finisse si possible. Mon dé d'attaque sera un 5. 5, c'est pas mal. 5, c'est pas mal, je pense qu'on va pas relancer. 5, on est sur du 4-3. On n'est pas loin de le tuer, mais on le tue pas. On n'est pas loin de le tuer, mais on le tue pas. Mais en même temps, ça va être difficile de faire un 6, quoi. On va tenter comme ça, on va tenter comme ça, tant pis. On va tenter d'esquiver. En même temps, est-ce que... en fait, on s'en fout quelque part. Même si je prends un 1, c'est pas très grave. Il y a quand même de fortes chances. Non, en fait, il faut qu'on essaie de le tuer à tout prix. Donc on va faire des brouillards en essayant de choper un 6. Tant pis, j'ai peut-être jinxé la game. Grâce à mon débrouillard, je relance mon dé en espérant un 6. 1. C'est catastrophique. Mais c'est pas grave. 2, 6. Ok. Donc là, je lui infligerai 2, il m'infligerait 6. Si je prends le coup. Donc, le dé d'esquive. Faut pas que je prenne le coup, à tout prix. 2. Je ne prends pas le coup. Je ne prends pas le coup, mais je fais pas une contre-attaque critique. Donc, pour le moment, on est sur du... Je lui inflige 2. Attendez, je suis en train de me poser une question. Vous esquivez complètement le coup, on est d'accord. Donc on esquive aussi ses bonus de dégâts potentiels. Ok. Parce que vu qu'il a une stat dégâts, je me suis dit, est-ce qu'on prend des dégâts de toute manière? Mais non. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, tous les 3 tours, Massacre invoque un trait de flamme qui vous fait perdre 3 PV à la fin du tour après l'application des dommages. Vous pouvez tenter de l'esquiver comme une attaque normale si vous disposez d'assez d'adresse. Donc là, on a un lancer de dés qui va nous dire si ça fonctionne ou pas, quoi. J'ai eu trop peur. Ça aurait été 6, on avait perdu. Hein. Ça aurait été 6, c'était rideau, fin d'histoire. Ok, on esquive le trait de flamme. On esquive son attaque. On est vraiment en danse perpétuelle. J'imagine trop notre perso en train de danser sur le champ de bataille, entre les coups de masse, les éclairs de feu, etc. On est vraiment en train de faire une belle chorégraphie. Et du coup, on inflige 2 dégâts. Il ne nous en inflige aucun sur ce tour. Donc, on est toujours à 3 pour nous. Mais arrête de sélectionner la case du dessus, c'est trop chiant. Et lui, il prend 2 dégâts, donc il arrive à 3. On arrive à égalité sur les dégâts. On arrive à égalité sur les dégâts. C'est pas mal. Notre Billy tank bien. En fait, notre Billy reste toujours à 3 PV, mais en même temps, au moindre coup qu'il prend, il est terminé. C'est terrible. Ok, on passe au tour 4. Mon dé d'attaque. 6, c'est très bon ça. C'est très bon. On lui infligerait 5, il ne nous infligerait que 3. C'est très très bon. Ok. Donc on le tuerait, potentiellement. On esquive son attaque. Il n'y a même pas besoin en vérité d'ailleurs. 6, je n'esquive pas son attaque. Mais, du coup, ses dégâts devraient me tuer. Parce que du coup, il me met 3 dégâts plus 1 dégât. Donc il me met 4 dégâts. Donc il devrait me tuer. Mais je rappelle que si jamais les dégâts causent votre mort mutuelle, ce qui serait le cas, les dégâts causés par l'adversaire sont annulés et vous l'achevez avant qu'il ne puisse riposter. Donc, je l'achève avant qu'il ne puisse riposter. J'ai l'impression que tous mes combats vont se finir comme ça. Et donc, on a la joie de finir le tour à 3 PV de nouveau, tandis que notre adversaire finit à 0. Let's go. C'est donc une situation de victoire. Oh, c'est beau.
Oh, c'est la victoire qui nous sourit. J'ai l'impression que ça va se passer comme ça sur absolument tous les combats. On va finir les combats avec on aurait dû mourir. Ben, vu qu'il y a la règle comme quoi on meurt pas, ça va. Oi oi oi. Comme quoi les règles sont plutôt équilibrées. Parce que même si j'ai très peu de points de vie, très peu de dégâts, très peu d'attaques, tout ce que vous voulez, vu que je suis très bon sur l'habileté, l'adresse, j'arrive à m'en sortir. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien équilibré. C'est cool. Ça me régale. Et du coup, on a terminé le combat, donc je vous enlève la table. Et puis, je vais même vous enlever la feuille de combat. On repart sur les caractéristiques, et puis je vais même les enlever pour le moment. Jusqu'à ce qu'on en ait besoin de nouveau. Si vous arrivez à oxyre le monstre dans les temps, reprenez votre souffle en 194. On a réussi, les amis. On a réussi. J'y crois à peine. La chaleur monte de plus en plus parce que le soleil tape de plus en plus sur mon petit nid douillet. Donc mon PC a de plus en plus chaud et a tendance à de plus en plus souffler avec son ventilo. Donc si vous entendez sur le live le ventilo, j'en suis fort désolé. N'hésitez pas à me faire un retour et j'aviserai, j'essaierai d'appliquer des filtres à ma voix pour ne pas que ça s'entende. Attendez, je vais monitorer d'ailleurs rapidement. C'est pas une science exacte, c'est pas 100% parce que ça peut ne se déclencher uniquement que lorsque je parle. Mais je vais essayer de ne pas parler pendant quelques secondes, voir si mon micro détecte le ventilo quand je ne parle pas. Bon, déjà, le micro ne détecte pas le ventilo quand je parle pas, donc c'est cool. Donc le ventilo ne peut éventuellement être dérangeant que lorsque je parle. Dites-moi si c'est le cas. Bien, on part sur le chapitre 194. 194. Contre toute attente, le colosse sombre est vaincu. Son corps sans vie s'écroule face contre terre, lourd comme un arbre abattu. Sous son cadavre, le sol semble bouillir, et vous ressentez l'énergie maléfique le quitter dans une vapeur. Le général Massacre n'est plus. La gemme qu'il tenait à la main roule à vos pieds, désormais terne. Si la lumière qui l'animait a disparu, elle reste chaude au toucher, et vous l'enfouissez tout au fond de votre besace. Je vous la montre vite fait, cette petite gemme. Lorsque vous cherchez votre ami des yeux, il est agenouillé devant les restes des squelettes que vous avez vaincus. Dépassant de leur tas de poussière, certains bouts d'os ont visiblement refusé de trépasser. Après un bref instant de réflexion, le barbare saisit un avant-bras qui tente vainement de lui tâter le visage avant d'écraser le reste des ossements au sol. Faut pas qu'on traîne, PB. Tu connais pas un endroit? Vous entendez au loin des voix autoritaires et des pas lourds qui approchent. Peut-être la garde, ou pire. Une préférence? Demande-t-il calmement avant de fourrer le bras squelettique dans votre sac. On s'en fout, l'important c'est vite. Sors-nous de là. Pigé, accroche-toi. D'un geste soudain, votre compagnon vous soulève d'un bras et déguerpit dans les ruelles obscures à une vitesse fulgurante. Au bout d'une quinzaine de minutes sans que vos pieds touchent le sol, le pyro-barbare vous traîne dans un bâtiment peu éclairé en passant par un sous-sol. Une salle de jeu clandestine, parfait pour disparaître. Mettez enfin pied à terre et ajoutez la gemme magique et le bras squelettique à votre inventaire, avant de regarder autour de vous en neuf. Félicitations, vous avez débloqué le succès Filtre à journaliste. Cochez la case correspondante à la fin de cet ouvrage. Filtre à journaliste, c'est bizarre comme libellé de succès pour ce qu'on vient de faire. Je comprends pas le rapport. Filtre à journaliste, je trouve pas, où est-ce que c'est? J'ai du mal à chaque fois à le retrouver. Filtre à journaliste, vous avez vaincu le général Massacre et terminé l'acte 1. Ok. Ok. J'allais dire justement, on arrive à 1h40 de live. Combien de temps va durer l'acte 1, sachant qu'on a terminé un boss? Visiblement, on est sur la fin de l'acte 1, les amis. On est, je vais dire, dans l'épilogue de l'acte 1. Très cool. Du coup, on va pouvoir ajouter à notre besace
la gemme magique. Gemme magique. Et le bras squelettique. Par contre, on commence à avoir récupéré énormément d'objets, je trouve. J'espère qu'on aura la place et qu'on ne peut pas arriver à un maximum de charge, entre guillemets. J'ai l'impression du coup que le deuxième couloir, deuxième étage, couloir B22, escalier 9, porte 4, ça sert à rien. Je vais le laisser pour le moment, mais j'ai l'impression vraiment que ça sert à rien. Au pire, je mettrai encore une fois, je le répète, mais la fiche au propre pour la prochaine session. Bien, on peut donc passer au chapitre 9. Ah, j'ai le nez qui gratte. Je me demande vraiment si je développe pas une énergie, n'importe quoi. Si je développe pas une allergie à l'eau en ce moment, c'est trop bizarre. Ou à la chaleur, ou au soleil. Ou bien, nouvelle hypothèse qui m'est venue en tête, ça serait que ça soit le pollen et que je m'en sois jamais rendu compte jusqu'à présent. Mais j'ai l'impression que ça peut me gratter le nez n'importe quand dans l'année. Donc ça me paraît bizarre. Bref, trêve de bavardage. Paragraphe 9. Trop occupé à observer ses cartes et à lorgner celles de ses voisins, aucun des habitués du lieu ne prête la moindre attention à un homme en pagne transportant un gamin comme une vulgaire peau de bête. Assise à une table du fond, vous sentez le calme revenir et laissez votre ami reprendre son souffle. Vous ne remarquez pas le serveur vous apporter deux chopes au contenu indéterminé que le barbare accuse déjà à grande goulée. Au bout d'un long silence, votre ami murmure enfin. « Quel bordel ! Vous l'avez dit. Si Fanta était là, il saurait quoi faire. »« Ouais, confirme le barbare avant de boire une grosse lampée. Mais nous, on n'en saurait rien pareil. C'est bien que l'ancien parle toujours par énigme. C'est pas faux. Il fait partie des gens qui savent. Grosse erreur, si tu veux mon avis. Je préfère faire. C'est généralement beaucoup plus simple. Lui répondez-vous. Au bout de quelques instants, le barbare se penche vers vous. Bon, j'aime pas faire ça, mais à un moment il faut, dit-il d'un air sérieux. Résumons. Il y a un Gugus nommé Débilus. Virilus, ouais. Qu'a envoyé son chien, le général Machin, massacre, pour récupérer mon sang d'ancien de je sais pas quoi. Finit-il pensivement, la chope aux lèvres. Sang d'ancien. Je pensais pas être si vieux pourtant. C'est vexant. Il a dit que le sang ancien était la marque des dieux. Vous avez du dieu dans votre famille? Qu'une idée, songe-t-il en se grattant le menton. Mon daron disait que ma maman faisait des tourtes absolument divines, mais ça me paraît peu probable. Écoute, gamin, je sais que ça changera rien, mais faut que tu saches que je suis désolé. Devant votre sourcil levé, le barbare continue. Ils te cherchent aussi, pas vrai? Maintenant qu'ils t'ont vu avec moi, ils vont essayer de te choper pour tenter de me piéger. Et même si je sais d'avance que c'est un piège, l'honneur, terminez-vous à sa place. Les lèvres pincées et une pointe de remords sur le visage, le barbare remplit doucement son verre avec un pichet subtilisé à une table voisine. Après avoir pris une profonde inspiration pour chasser l'angoisse qui vous noue l'estomac, vous toquez votre chope doucement contre la sienne. Bah, quand le vin est tiré, il sort du bois, hein. À cela, votre compagnon fait une moue amusée. C'est pas plutôt quand on parle du loup, il faut le boire? Je sais pas, j'ai jamais tiré de loup. Le rire nerveux que vous partagez semble purger une grande partie de l'effroi de cette journée. Misère, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Les gardes sont corrompus jusqu'au cou. Les orques ont le bidule qui teinte, et on pourra pas se cacher éternellement. Je vois ce que tu veux dire. J'aimerais bien lui rentrer dedans à ce seigneur noir, mais si ces larbins peuvent faire de la magie ou ressusciter les morts, ça risque d'être un gros problème. Tout ceci pue soit l'hérésie, soit la sorcellerie. Et j'aime aucun des deux. Surtout quand des gars au pif me réclament mon sang. Vous sortez la petite gemme, toujours tiède dans votre main, avant de poursuivre. Ce qu'il nous faudrait, c'est quelqu'un qui sache ce que c'est. Un magicien ou un sorcier. Il y a bien la tour des mages dans le jardin, mais personne ne sait combien ils sont là-dedans, ou s'il y a vraiment un mage. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est demander à l'ordre des dires. Ils ont une cathédrale en ville, tu peux pas la louper. Ces chevaliers sont plutôt à cheval sur tout ce qui est résurrection. C'est une insulte directe à leur déesse, tu vois. Et du coup,
Le prêtre pourrait nous renseigner aussi. En plus, ils doivent avoir des vieux livres ou des trucs. Bien vu, gamin. Donc demain, on peut aller à la cathédrale ou à la tour des mages. Exactement. On a un plan. Annoncez-vous fièrement avant que votre compagnon ne vide sa chopine d'un seul trait. Si vous êtes guerrier, allez là, paysan là, débrouillard là et prudent nana. Bref. En tant que débrouillard, nous allons donc en 144. C'est cool. C'est cool, le pyro barbare est moins monolithique qu'on ne pourrait l'espérer. Enfin, que ce à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais à ce que voilà, le pyro barbare soit vraiment caricatural jusqu'au bout. Mais non, Bob Lennon lui a ajouté un peu de profondeur. Un peu de côté triste et ainsi de suite. Il a quand même le sens de l'honneur. Et du coup, ça implique des choses, quoi. Ça implique des choses comme le fait que il veuille faire les choses bien pour protéger Billy et ainsi de suite. Donc c'est très très cool. Et la relation qui commence à s'instaurer entre les deux personnages également devient vraiment plus intéressante. 144. Vous humez le contenu de la chope et sortez un mouchoir pour l'en imbiber. Le PB éclate de rire en vous voyant appliquer le torchon huilé sur vos armes. C'est pas une bonne idée. Pardon. C'est pas une mauvaise idée. Il va peut-être pas tous les tuer, mais au moins tu leur fileras une belle chiasse. L'utilisation ingénieuse de cette boisson douteuse vous fait gagner un critique supplémentaire. Vous décidez de vous allonger sur un banc adjacent pour y passer la nuit. Le lendemain, vous vous réveillez en 153. Encore un gain de critique. Décidément, on les collectionne, les critiques. On les collectionne grave. Je préférerais, je vais pas vous mentir, je préférerais collectionner des PV supplémentaires. Mais les critiques, je prends aussi. Et du coup, on est en 153. C'est cool qu'il y ait vraiment un épilogue. Enfin, ouais. Je trouve que chaque acte s'étape comme une soirée de jeu de rôle. C'est-à-dire que on fait pas une campagne complète, mais on a avancé dans la campagne. On a fait une aventure, quoi. Donc j'aime beaucoup ce principe de, voilà, il y a une sorte d'intro, une sorte de montée en puissance, une action d'éclat, en l'occurrence là c'était le combat avec le boss, et ensuite un petit épilogue voilà, qui remet les choses au clair, même avec le discours de Billy à Massacre en fait, qui remet les choses au clair, qui nous indique bien où on en est dans l'aventure et ainsi de suite. Je trouve que c'est vraiment bien construit, franchement. Très bien construit. Du coup, j'ai dit que c'était où qu'on devait se rendre. Mince. Je crois que c'était... Mince. Je crois que c'était 153. Attendez. Oh mince. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu la page. Ouais, non, c'est ça. On se réveille en 153. Dans les couloirs sombres de la forteresse, une silhouette oblongue progresse en laissant courir le bout de ses doigts le long du mur. Le général funeste s'en revient des catacombes et se dirige à présent vers la salle du trône où l'attend Virilus. Maître des maîtres, flamme de toute vie, muscle magique ensemençant le monde de son nectar noir, vous m'avez invoqué et je suis à genoux. Attendez. Ok, donc là, je me suis trompé de personnage. Je reprends. Maître des maîtres, flamme de toute vie, muscle magique ensemençant le monde de son nectar noir, vous m'avez invoqué et je suis à genoux. Que me veut mon seigneur proie demande l'immense femme araignée qui rejoint l'elfe flamboyant devant son maître. Massacre est mort, constate froidement le seigneur noir. Ce sauvage grossier a été vaincu. J'imagine qu'il était trop stupide pour vous servir. Non, c'est parce qu'il était trop faible. Non, il a simplement perdu, conclut Virilus. Bon, j'ai du mal avec les voix, mais je sais pas quel nom correspond à quel personnage. Je commence à le savoir maintenant. Je ne laisserai pas le sang ancien m'échapper. Funeste. Oui, ô glorieux désir. Par immédiatement récupérer son corps, il continuera de me servir même dans la mort. Mortel. Seigneur proie.
Prépare le rituel, et occupe-toi de lui dès qu'il arrivera. Oh, avec appétit, mon seigneur proie, je le libérerai de sa chair inutile. Il sera prêt en un instant. Alors nous pourrons peut-être... Non, interrompt Virulus avant de s'adosser à son trône. exécutez-vous, ou je m'en chargerai. Salivant d'avance, la créature mi-femme mi-araignée se retire de la salle de trône, en arpentant le mur. Peu après, le général funeste s'arrache au regard incandescent de son maître pour accomplir sa mission. De nouveau seul, Virulus patiente dans sa salle du trône, ses yeux rougeoyants brillant dans les ténèbres. Un simple contretemps, rien de plus. Ultimement, il obtiendra ce qu'il désire. Il l'obtient toujours. Continuez en 200. Et vous le comprenez, ça sera donc la fin de notre aventure, puisque en 200, ça signifie hein? Attendez. Ouais, si, c'est ça. D'après le sommaire, hein, voilà, je me réfère au sommaire encore une fois. 200, acte 2. Donc, je m'arrête pour aujourd'hui, même s'il n'est pas écrit, en 200. Acte 2. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. En fait, c'est très bizarre. Très bizarre comment c'est fait. Bref. Ah, ok, j'ai compris. En fait, c'est un peu... Si je ne dis pas de bêtises... Bon, je vous spoil un peu en disant ça, mais... Ouais, c'est ça. Je vous spoil un peu en disant ça, mais l'acte 2, en fait, on va avoir un gros choix à faire, parce qu'a priori, l'acte 2, ça sera soit la cathédrale, soit la tour des mages. Ce qui fait que là, on est sur le paragraphe 200, qui nous permet de faire le choix entre l'acte 2 cathédrale ou l'acte 2 tour des mages. Donc voilà, on est vraiment sur le préambule à l'acte 2, et ce sera par ça qu'on continuera, qu'on commencera la fois prochaine, la 3e session, qui aura lieu je ne sais pas quand, mais nous avons clos l'acte 1 des aventures du Pierrot Barbaré de Billy dans La forteresse du Chaudron Noir, écrit par Bob Lennon et David Kuhn. C'était très plaisant. C'était très très plaisant. Là, je trouve que ce que je pressentais un peu est arrivé, c'est-à-dire que vraiment ça s'est libéré. On n'est plus dans un prologue tutoriel. Ça s'est libéré, ça s'est développé, ça s'est ouvert. Et ça nous a permis de tenter beaucoup plus de choses variées. Et on sent que Bob Lennon et David Kuhn se sont beaucoup plus régalés sur les mécanismes, sur les mécaniques propres au livre dont vous êtes le héros, hein, en soi. Et ont utilisé vraiment les compétences, les caractéristiques, les paragraphes de manière plus variée, plus inventive, plus ingénieuse. Donc c'était très très cool, par exemple, ce principe de ramasser des informations, j'ai beaucoup apprécié. Le combat de boss, j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, cette structure dont je parlais, de chaque acte qui me rappelle vraiment les étapes d'un jeu de rôle, de soirée de jeu de rôle en fait. Le fait que là on termine aussi, ça me rappelle aussi par exemple Naolbuck pour ceux qui ont écouté à l'époque, mais ouais, ça me rappelle un peu Naolbuck avec ce principe de d'avoir un retour fréquemment sur le grand méchant, le grand ennemi qui organise ses généraux et ainsi de suite. Donc très très cool. Et du coup, Massacre, c'est donc le général qui s'est déjà fait tuer. Funeste, c'est l'elfe noir, a priori. Et du coup, comment elle s'appelle, la femme araignée? Pipapou. Ah ah. La femme araignée, du coup, ça serait Mortel. Voilà. Donc, très très cool. Encore une fois, je trouve que c'est des noms qui vont bien à l'univers Heroic Fantasy testostéroné du Lennon. J'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, un live de 2 heures à peu près. Donc, franchement, je trouve que ça se boit bien. Je trouve que ça se joue bien. Je suis très heureux d'avoir commencé ce let's play en quelque sorte en live. Et bah, si c'est le cas aussi pour vous et que vous regardez ça en rediffusion sur YouTube, je me répète, mais n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve, je pense, dans la semaine, parce qu'on est mardi. Donc, il y a de grandes chances que je rejoue d'ici la fin de semaine. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux de toute manière. Merci à ceux qui auront suivi, merci à Astrid notamment d'être passé. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Parce que c'est vrai que c'est une heure assez inhabituelle pour moi de live aussitôt dans l'après-midi. J'ai pas l'habitude. Bref, une bonne fin d'après-midi. À la prochaine, pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, ou que sais-je encore, en tout cas certainement un prochain livre dont nous sommes le Billy, n'est-ce pas? Et bye bye!